C'est honteux ce qui a été fait, voilà, très clairement, ça ne se fait pas et je pense qu'il faut le dire. Un journaliste en colère, Gérard Davet, grand reporter au Monde, aurait été mis sur écoute par les services secrets français. Tout commence le 18 juillet dernier. Le Monde publie des extraits de l'audition de Patrice Demestre, gestionnaire de fortune de Madame Liliane Bettencourt. Le pouvoir politique s'inquiète et veut savoir qui renseigne le journaliste. Un nom est cité, un proche collaborateur de Michel Alliot-Marie. Ce haut magistrat sera muté à Cayenne. Qui, quoi, comment en est-on arrivé là? On a obtenu la preuve et la certitude que l'une de mes sources potentielles éventuelles avait été plus ou moins ciblée par la DCRI et qu'en l'occurrence, du coup, ils ont eu recours à des méthodes qui ne doivent pas avoir lieu en démocratie. Qui a commandité l'enquête? Bernard Squarcini, le patron de la DCRI? Bronca dans l'opposition. On crie au scandale. Le Parti socialiste veut des explications. Moi, je ne sais pas qui a demandé aux services secrets d'enquêter pour savoir qui informait un journaliste sur l'affaire Woerth, il ne faut pas l'oublier. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que c'est la liberté de la presse, la protection des sources qui est mise en cause. Où est l'intérêt public ici, si ce n'est l'intérêt de l'Élysée à étouffer ce qui prend les allures d'un Watergate à la française? Il n'y a eu aucune consigne, aucune demande de l'Élysée à quelque niveau que ce soit. Il n'y a eu aucune demande d'écoute téléphonique. Écoute ou pas écoute, s'attaquer aux journalistes et à leurs sources fragilise la liberté d'expression. Jean-Michel Descugis, grand reporter au Point, déplore lui aussi une dérive. Les journalistes sont en danger, la démocratie est affaiblie. On nous fait croire que le journaliste, il protège ses sources, mais en fait, ces sources, elles sont complètement, je veux dire, fragiles. Alors qu'est-ce qu'on fait, le journaliste dit d'investigation? Eh bien, il se comporte comme un dealer. Il a plusieurs téléphones, il va dans les cabines téléphoniques pour téléphoner à ses informateurs. Voilà, il joue un peu au dealer, et c'est ça qui est lamentable. Parce qu'on sait effectivement que sur une grosse information, un PV qu'on va récupérer qui est sensible, eh bien, on va aller chercher qui l'a donné au journaliste. Parce que, évidemment, le journaliste, il n'est pas tenu au secret d'instruction, mais sa source l'est tenue. Deux logiques s'affrontent. L'État d'un côté qui veut protéger coûte que coûte ses intérêts. Et les médias qui, eux, par définition, veulent tout savoir. Pour ce professeur, le sujet est complexe. C'est le droit qui doit au final fixer les règles et les limites. Est-ce que le rôle du journaliste dans son enquête est d'aller chercher des informations auprès de gens qui sont tenus à un devoir de secret ? Est-ce que le journaliste, quand il va chercher son information auprès de sources qu'il n'identifiera pas, ne risque pas lui-même de se trouver manipulé par cette source? Pourquoi la source d'information va communiquer au journaliste une information? La plainte du Monde va aller jusqu'au bout. Ce que nous souhaitons, c'est qu'un juge indépendant soit saisi et qu'on aille au bout des choses. Très clairement, là, ils ont contrevenu à la loi. Ils ne sont pas au mieux sur le plan judiciaire ou juridique, comme on veut. Donc moi, je souhaite qu'on aille au bout des choses et qu'on sache très clairement ce qui s'est passé. Le fait d'identifier une source journalistique est-il un délit? La nouvelle loi du 4 janvier 2010 ne le précise pas. Quoi qu'il en soit, cette affaire vient ternir une fois de plus les rapports politiques journalistes et renforce au passage l'opacité d'un système. Une opacité qui discrédite des pratiques qui, pour le moment, ne sont toujours pas prouvées. Bruno Béchiza, Philippe Cohen, bonsoir. Nous venons de voir un reportage de Christophe Kulikowski qui revient sur la polémique suscitée par l'enquête des services de renseignement généraux pour découvrir les sources de journalistes. Une enquête qui pose un problème et qui conduit à se demander est-ce que la protection des sources journalistiques est en danger? Alors j'ai voulu en débattre avec vous ce soir. Vous, Bruno Béchiza, j'ai bien dit votre nom. Bonsoir, vous avez bien prononcé mon nom, effectivement. Voilà, vous êtes ancien commandant de police et vous avez fondé et dirigé le syndicat Synergie Officier jusqu'en 2010. Vous êtes élu conseiller régional UMP de Seine-Saint-Denis en Ile-de-France. Vous tenez à ce qu'on le précise en 2010 et vous êtes aujourd'hui sous-préfet hors cadre. Voilà. Alors je vous pose la question du débat. La protection des sources journalistiques est-elle en danger selon vous? Jamais, dans cette affaire-là, et on rentrera dans le détail, pour moi, il y a une enquête des services de renseignement, et ce serait peut-être bien qu'on fasse de la pédagogie, ces services de renseignement contre des journalistes. En France, nous avons un service qui s'appelle la Direction centrale de renseignement intérieur, qui s'occupe de la lutte antiterroriste, on en parle beaucoup en ce moment,
qui s'occupe du contre-espionnage, qui s'occupe de la lutte contre la prolifération nucléaire, mais aussi aux atteintes à la sécurité nationale. Et dans une société privée, quand un de ces cadres crée une fuite, il y a une enquête pour retrouver le cadre qui a fait une fuite. Et dans le cas présent, il n'a pas été fait une enquête contre le journaliste. Il y a eu des éléments qui sont remontés au service d'État disant qu'un fonctionnaire bien placé dans un ministère pouvait donner des informations. On va revenir voilà sur le quel détail. a été le travail de ces services. Alors bon, l'affaire, c'est l'affaire. On n'est pas chez des barbouzes. Voilà, c'est l'affaire Woerth-Bettencourt, mais c'est pas le sujet du débat. Moi, ce qui nous intéresse, c'est effectivement savoir si la protection des sources journalistiques est en danger. Et je voulais en parler avec vous, Philippe Cohen. Vous êtes journaliste d'investigation, rédacteur en chef de Marianne2.fr. Vous avez publié Notre métier a mal tourné, deux journalistes s'énervent, Philippe Cohen avec Elisabeth Lévy, et c'est chez 1001 nuits. Et votre dernier ouvrage, il a la couleur qui convient, donc avec Luc Richard, Le vampire du milieu, comment la Chine nous dicte sa loi, et c'est toujours chez 1001 nuits. Alors je vous pose la question, la protection des sources journalistiques est-elle en danger ? Écoutez, moi, je ne sais pas si elle est en danger, mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a eu une faute de commise parce que, de toute évidence, la lutte contre le terrorisme n'est pas en question dans l'affaire qui nous occupe. Et donc, les moyens... Il est tout à fait légitime que les services cherchent à vérifier la loyauté d'un haut fonctionnaire. Je ne conteste pas ça. Mais ce qu'il est moins légitime dans cette affaire, c'est de mobiliser les moyens qui ont été mobilisés, c'est-à-dire les moyens de lutte justement sur le front de la lutte contre le terrorisme, pour régler une affaire qui est au fond une affaire de polémique, une affaire de gouvernement. Philippe Cohen, je vais vous demander de préciser, parce que ce qui est important, il serait important de préciser le cadre légal dans lequel évoluent les différents organismes. Vous en avez cité un tout à l'heure, parce que comme vous vouliez faire de la pédagogie, je crois que c'est intéressant. Je pense qu'il faut rappeler déjà un élément fondamental. En France, il n'y a pas d'entreprise privée ou des barbouzes qui font ce type d'enquête. En France, vous avez des services de renseignement constitués de fonctionnaires, donc soumis aux lois françaises, soumis à des codes de déontologie, soumis au contrôle du Parlement, qui font des services de renseignement, qui font du renseignement. Voilà. Mais les services de renseignement en France n'ont pas pour mission uniquement de lutter contre le terrorisme. Ils ont des missions de contre-espionnage, ils ont des missions, je parlais de la prolifération, et ils ont... le cadre légal, je voulais que vous précisiez. Le cadre légal, ils ont pour mission, c'est la défense des intérêts, laissez-moi finir, fondamentaux de la nation. On est dans le cadre de la loi sur la sécurité nationale de 91, qui les autorise, quand ils ont une suspicion sur un fonctionnaire ou un haut fonctionnaire, de sortir du secret de l'enquête, secret de l'instruction, loyauté vis-à-vis de son ministre, d'enquêter. C'est un droit qu'ils ont. On n'est pas chez des barbouzes. Philippe Cohen, sur cette loi, parce qu'il est important... Il faut vous calmer, personne n'a parlé de barbouze. Il y a un cadre légal pour les enquêtes sur les fonctionnaires, mais il y a aussi un cadre légal pour les écoutes. C'est celui-là qui est remis en question. Parce qu'on doit demander une autorisation pour un certain nombre d'écoutes. Or, en l'occurrence, vous savez très bien que le procureur Marin a émis des réserves, n'a pas été d'accord pour la procédure qui a été engagée. C'est la Commission nationale de contrôle des interceptions dans la mesure de sécurité. Où, encore une fois, il ne s'agissait pas, en l'occurrence, de lutte contre le terrorisme. C'est là où nous sommes dans la confusion, malheureusement. Si on veut rentrer dans le détail, cette loi de 91, les écoutes pour le terrorisme, c'est l'article 6. Les écoutes pour les atteintes à la sécurité nationale, c'est l'article 20. Et il n'est pas besoin de mettre en place la procédure dont vous parlez. Moi, j'aimerais qu'on revienne au niveau, à côté de la procédure, des principes. Je suis élu UMP. Le texte dont on parle, le principe fondamental de la défense, finalement, de la liberté de la presse et de la protection des sources, c'est ce gouvernement qui l'a fait passer au mois de janvier. Mais il ne peut pas zapper non plus d'autres principes importants, je vous le disais. La protection du secret de l'enquête, la protection du secret de l'instruction, la loyauté des hauts fonctionnaires vis-à-vis de leurs ministres, parce qu'ils protègent eux aussi la présomption d'innocence. Oui, mais encore une fois, on ne dénie pas le droit de l'administration de vérifier la loyauté par des enquêtes appropriées. Une entreprise privée, lorsque elle peut suspecter un cadre, par exemple, d'informer les concurrents ou de faire des choses comme ça, elle a le droit
d'enquêter sur ce cadre en interne, par une procédure interne, mais elle n'a pas le droit, et l'administration non plus, de mobiliser des moyens qui sont des moyens spécifiques de la lutte antiterroriste. C'est là-dessus que porte la polémique. Sauf que moi j'affirme que nous sommes dans le cadre légal de la loi de 91 qui donne le droit aux services publics d'utiliser ces moyens pour faire ces enquêtes, pas contre le journaliste. Vous voulez dire que la formulation est telle qu'on a tous les droits? Non, parce que la formulation est tellement floue. Mais regardez, on en débat, il y a certains pays, on n'en débattrait pas. Oui. À propos de ce qui est arrivé aussi au directeur de la police, Frédéric Pechnard, et son fils, et ce fameux scooter, et cette procédure qui a été interrompue par son père. Est-ce que vous trouvez légitime que cette affaire, que des gens forcément de la police, on va dire, aient informé les journalistes pour que le citoyen soit au courant? Pour moi, non. Pour une raison simple. Attendez, qu'on dise factuellement qu'il y a une intervention. Je suis père de famille, j'ai une fille de 14 ans. Si demain ma fille se fait interpeller, je donne mon témoignage de père. Et ayant été policier, j'irai m'excuser auprès des policiers et leur expliquer. Ça marchera, ça ne marchera pas. Connaissant à titre personnel le directeur général, je peux affirmer devant vous ce soir qu'il n'est pas allé au commissariat en tant que directeur général de la police nationale, mais en tant que père, disant je suis policier et je présente mes excuses. Voilà. Vous savez, il y a une chose qui me choquait. Tous les pères peuvent faire ça? Tous les pères peuvent aller au commissariat? Peuvent aller au commissariat. J'ai déjà reçu... J'ai exercé en Seine-Saint-Denis, vous le savez. Non, oui, je sais. Attendez. Le lien, on n'est pas dans des annexes de la rue Lauriston, dans des commissariats. Moi, le père de famille qui vient, qui dit « Je veux rétablir un lien d'autorité vis-à-vis de son fils », aujourd'hui, dans les commissariats en France, il est bien reçu. Il faut sortir des clichés, parce que nous écoute, on collectionne. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas excuser un gamin qui dit au policier qui l'interpelle on va vous remettre à la circulation parce que mon papa, il est où il est. Alors ça, c'est inadmissible. Et je suis très étonné qu'un policier du rang comme vous laisse passer ce genre de choses. Moi, j'aimerais que Frédéric Pechnard montre tous les témoignages de pères et de mères de famille qui ont témoigné après l'article dans le journal, dans le Parisien très exactement. Avec des méthodes là aussi très particulières. Un journaliste complètement inconnu qui fait 2 pages sur une affaire très intime. Non, je pense que là aussi ça humanise la fonction, tout simplement. Et on n'est pas borderline. Bon, messieurs, quand on a rédigé cette fameuse loi de 2010, est-ce qu'elle n'a pas été rédigée de façon extrêmement floue, justement? Elle a été floue parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que s'il est prévu que, si vous voulez, ça constitue, le fait de mettre en cause le secret des sources, constitue une infraction, aucune sanction n'est prévue. C'est d'ailleurs pour ça que c'est parce qu'il n'y a pas de sanction, d'après certains juristes en tout cas, que finalement la plainte du Monde au pénal risque de ne pas être recevable. Mais moi je voudrais juste revenir sur le fond, parce que ce qui est grave dans cette affaire, c'est quoi? C'est que finalement, un certain nombre de gens qui sont des fonctionnaires ou qui sont des sources d'information des journalistes et dont on a besoin pour que fonctionne la démocratie. S'il n'y a pas des gens qui, à un moment donné, se sentent libres de parler à des journalistes, eh bien, si vous voulez, la liberté d'informer devient, et l'exercice du journalisme comme contre-pouvoir devient plus difficile. À part ça, je suis d'accord avec vous sur un point, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de cas où il y a un abus des journalistes par rapport au secret des sources. C'est-à-dire qu'il faut que les journalistes aient la responsabilité par rapport à... L'affaire Julien Drey a été presque emblématique dans ce domaine-là. Julien Drey, mais attendez, oui, non, par exemple. Chaque semaine, vous avez la page du Canard enchaîné. Il n'y a aucune source citée. C'est le secret des sources, de la première à la dernière ligne. Tout le monde sait et tout le monde a écrit. On sait qui informe. On sait que, par exemple, il y a eu très longtemps M. Brice Hortefeux qui était en fait la source anonyme de cette page 2 du Canard enchaîné. Là, c'est un usage qui est discusable du secret des sources, parce qu'effectivement, si vous voulez, il y a un risque de manipulation également. Il est dans une position de manipulation de l'information qui est ennuyeuse, je trouve. Mais si vous voulez, alors il y a des abus par rapport au secret des sources, mais il ne faut pas qu'à cause de ces abus, on finisse par ne plus respecter cette disposition essentielle à l'exercice du métier. Avouez qu'on est quand même dans un système hypocrite. Il n'y avait pas de texte, ce qui a permis... Je me rappelle les grandes années 95, j'ai des juges d'instruction de débouler sur des rédactions, de saisir les carnets d'adresses des journalistes et personne ne disait rien. Aucun texte n'existait. Nicolas Sarkozy, son gouvernement fait passer un texte. C'était une promesse de campagne d'ailleurs. Peut-être imparfait, mais en tout cas, le principe est là. Alors il est imparfait, mais aujourd'hui on dit on n'est pas assez loin.
Je rappelle, on vient de 20 ans d'hypocrisie dans ce dossier. Oui, enfin, il est le premier à violer le principe qu'il a fait adopter. Donc je vous laisse cette responsabilité, je dis que c'est faux. Mais alors, est-ce qu'il faut un meilleur texte? Vous dites qu'il est imprécis. Alors, attendez. Moi, je pense qu'il y a plusieurs parties. Et comme vous le disiez, la déontologie, elle ne s'applique pas qu'aux policiers. On peut demander demain un code de déontologie à la profession, au monde médiatique aussi. Et là, on aurait peut-être une avancée dans ce domaine-là. Et de la même manière, sur les fonctionnaires, eh bien, effectivement, il y a une graduation. Le petit fonctionnaire a des droits et des devoirs. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus les devoirs sont lourds. Point. Donc, je trouve ça normal que quand on est à un très haut niveau, on ait beaucoup plus de devoirs, un devoir de loyauté plus important. Enfin, excusez-moi, mais tous les jours, dans l'exercice de notre métier, on voit des ministres, des chefs de partis politiques, des hauts fonctionnaires aussi, mais pas seulement, si vous voulez, manquer, entre guillemets, de loyauté à l'égard de ceux qui les font travailler en donnant des informations aux journalistes parce qu'ils savent que ces informations peuvent éventuellement les servir. Donc on est, si vous voulez, il ne faut pas nous faire croire qu'on est dans un monde de bisounours maintenant qu'il y a la nouvelle loi qui a été adoptée. Je n'ai jamais dit ça, j'ai moi-même reconnu l'imperfection. Mais en disant qu'on ne peut pas non plus dire on n'a pas fait un premier pas. Est-ce que je peux vous proposer je vais vous lire un extrait de l'article d'Éric Fotorino du Monde qui utilise, je trouve, un concept qui est intéressant. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord. Dans une démocratie apaisée, la notion de démocratie apaisée, la protection des sources garantit que quand un pouvoir politique ou économique est tenté d'user à l'excès de sa puissance, ceux qui appartiennent à l'appareil pourront s'exprimer sans être inquiétés. Est-ce que c'est une définition de la démocratie apaisée et de la protection des sources qui vous convient, monsieur ? Moi, je trouve qu'on peut parler de démocratie tout court, apaisée. Oui. Je n'aime pas beaucoup ce mot parce que l'apaisement, moi, ça me fait penser à la sieste et j'ai pas tellement envie qu'on ait une démocratie de sieste. Non, mais sinon, c'est le point central. Mais sur le fond, je suis face à des excès, qu'est-ce qu'on fait? Je suis assez d'accord. Et il y a des contre-pouvoirs en France. Les syndicats sont un contre-pouvoir, les journalistes. Et là encore, quand on arrive à des postes à décision, on accepte le paquet cadeau et si on n'est pas d'accord, on démissionne. Bon, donc on va en finir à cette vraie expression. Quand on n'est pas d'accord, on ferme sa gueule ou on démissionne. C'est un peu brutal, mais voilà, je rappelle le livre de Philippe Cohen et Elisabeth Lévy, Notre métier a mal tourné, deux journalistes s'énervent. Vous ne vous êtes pas trop énervés, mais ce soir c'était très bien. C'était chez 1001 nuits. Et bon, le vampire du milieu, Philippe Cohen et Luc Richard, 1001 nuits. Comment la Chine nous dicte sa loi. Et comme vous le disiez justement, il y a des pays où au moins on peut en parler, c'est pas le cas partout. Messieurs, je vous remercie.